Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Louis Duvernois pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans le cadre de mes nombreuses missions à l'étranger, à la rencontre des communautés françaises expatriées, j'observe dans certains pays la réalité de l'évasion fiscale. Je précise d'emblée que malheureusement, un amalgame est très souvent fait entre évadés fiscaux et expatriés, dont le départ est justifié par l'exercice ou la recherche d'un emploi à l'étranger. Je peux d'ailleurs témoigner que tous ne roulent pas sur l'or, loin s'en faut. L'évasion fiscale est une expression assez stigmatisante qui ne reflète qu'une partie de la réalité. Il existe certes des gens possédant de très gros patrimoines et qui choisissent de s'installer dans un paradis fiscal. Si cette attitude est condamnable, elle peut toutefois se comprendre en raison du matraquage fiscal qui existe en France aujourd'hui. L'actualité le démontre tous les jours. Pour autant, l'érosion de la base fiscale et les témoignages, entre autres, d'avocats fiscalistes nous donnent à penser que cet exil fiscal s'est accéléré au cours des dernières années. À ce sujet, je tiens à saluer la pugnacité de notre président de la Commission des finances, Philippe Marini, qui, par son insistance, est parvenu à obtenir des chiffres de la Direction générale des finances publiques très instructif et édifiant sur les départs à l'étranger de gros contribuables. Ces données ne portent, ou ne couvrent plutôt, que la période allant jusqu'en 2011. Celles de 2012 ne pourront être connues qu'au deuxième semestre de 2014. La dynamique est cependant lancée. Espérons que cette communication établie entre l'administration et le Parlement perdurera et permettra de mesurer avec plus de précision cette tendance qui impacte fortement nos recettes publiques. L'Assemblée des Français de l'étranger, présidée de droit par le ministre des Affaires étrangères, a en effet constaté qu'il était le plus souvent impossible de connaître le montant des prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers et les plus-values immobilières de sources françaises pour les non-résidents fiscaux, de même que la répartition entre non-résidents fiscaux, quelle que soit leur origine. Pour mémoire, les revenus de location d'immeubles et les plus-values immobilières des non-résidents sont désormais soumis aux prélèvements sociaux en plus des droits d'enregistrement. Le Sénat, quant à lui, s'intéresse depuis longtemps à l'évasion des capitaux. Le débat d'aujourd'hui s'inscrit donc dans la continuité de celui que nous avions tenu en octobre 2012 et auquel j'ai eu grand intérêt à participer, à la suite de la publication du rapport de la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales. Ce rapport avait été le fruit d'un long travail collectif de près de 6 mois, rassemblant des sénateurs de toutes tendances politiques. Le débat d'aujourd'hui s'inscrit donc dans la continuité de cette réflexion suite à la publication d'un nouveau rapport de la commission d'enquête sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l'évasion fiscale, permettant, cette fois-ci, une analyse sous un angle différent. Cette analyse de la complexité des circuits bancaires et de l'opacité des pratiques financières permettra de mieux cerner les limites légales de l'optimisation fiscale.
Autrement dit, la question qui se pose et à laquelle ces rapports parlementaires tentent de répondre, y a-t-il une incitation à la fraude? Les grandes banques ont en effet toutes des filiales dans les paradis fiscaux. Quel est par ailleurs le rôle des multiples intervenants, avocats fiscalistes, assureurs, conseillers et sociétés financières, etc. Le shadow banking, par exemple, et comme on l'appelle, est un système parallèle qui regroupe des acteurs exemptés des disciplines s'appliquant aux banques. Il peut s'agir pêle-mêle de sociétés financières, de véhicules de titrisation, de fonds monétaires, de courtiers en valeurs mobilières, de hedge funds, et certainement de bien d'autres choses encore. Ce système représenterait près de la moitié du secteur bancaire régulé, soit 51 trillions de dollars en 2011. C'est un chiffre colossal. Nous devons pouvoir y faire face. Néanmoins, la lutte contre la fraude fiscale doit faire l'objet d'un travail en profondeur, transpartisan, à l'image de celui du Sénat et sans aucune volonté de récupération politique. Le groupe UMP n'a ainsi pas approuvé la réaction à chaud du gouvernement au lendemain de l'affaire Cahuzac et des dégâts qu'elle a occasionnés dans l'opinion. Le groupe UMP a souhaité dénoncer cette attitude afin de limiter l'onde de choc et le discrédit jeté sur la classe politique. La censure hier par le Conseil constitutionnel de plusieurs articles de la loi sur la fraude fiscale en est l'illustration la plus flagrante, Monsieur le ministre. Le rapport de la commission d'enquête est pour sa part le fruit d'un travail plus réfléchi qui a abouti à un certain nombre de propositions auxquelles je souscris naturellement très largement. Je partage l'idée d'améliorer la prévention par un renforcement de la transparence, mais aussi et surtout par une harmonisation fiscale absolument nécessaire au niveau européen. Mais aussi, il convient également de renforcer la répression. À l'Assemblée des Français de l'étranger, nous avons depuis longtemps reconnu la nécessité d'adopter certaines mesures. J'en citerai quelques-unes. Renforcement de la coopération et de l'harmonisation fiscale, en particulier en Europe. Meilleure surveillance fiscale des opérations de cession, acquisition et fusion. Approche pragmatique du spectre très large de la problématique des prix de transfert. À travers l'exemple des propositions allant dans le sens indiqué, le rapport de la commission d'enquête adopté à l'unanimité, faut-il le rappeler, souligne une fois encore la qualité du travail sénatorial. Je souhaiterais, dans les circonstances, remercier le président de la commission d'enquête, François Pillet, ainsi que le rapporteur Éric Bocquet, qui, dans la diversité de leurs opinions, ont su travailler dans un climat constructif et aboutir à un rapport objectif dont, je l'espère ardemment, les propositions pourront faire œuvre utile. Je vous remercie.